Et salut à toutes et à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte que celle qu'on a fait jusqu'ici. On va parler aujourd'hui des signaux dans Godot et c'est un concept hyper important, donc je voulais vraiment absolument l'aborder dans cette vidéo. À mon sens, c'est un des concepts les plus importants de Godot parce que tu peux pas faire du code vraiment propre dans Godot sans utiliser les signaux en fait. Pour vous présenter ce concept, j'ai fait un petit projet pour l'occasion très simple. Ça va être un dungeon crawler. Donc un dungeon crawler, c'est un vieux type de jeu où vous êtes un héros qui se balade dans un donjon, en général très grand. Et vous déplacez de case en case dans ce donjon. Et bah, il y a des trucs qui arrivent, genre typiquement vous trouvez des coffres, vous combattez des monstres, etc. etc. Souvent c'était des jeux qui étaient à la première personne avec une fausse 3D. Mais là on va le faire vu du dessus parce que c'est plus simple pour les besoins du tuto. Et on va aborder une notion très simple qui est le déplacement en fait dans ce type de jeu. Un déplacement qui est basé sur une grille et qui prend en compte des obstacles, tout simplement. J'en profite pour faire la petite minute de pub pour Xion League, qui est le jeu que je développe depuis 3 ans et que je développe maintenant avec mon grand frère. N'hésitez surtout pas, si vous ne connaissez pas le jeu, à ajouter le jeu dans votre liste de souhaits sur Steam. C'est un jeu de plateforme à 2 joueurs en coop où vous jouez des robots qui doivent s'enfuir d'une usine parce qu'il y a une énorme fuite de gaz dans cette usine, le Xion, d'où le nom du jeu Xion League. Et ce gaz est un gaz très corrosif, très puissant qui détruit tout sur son passage, donc vous avez des explosions de partout. Il y a tout qui pète. Il faut que vous vous en sortiez avec votre copain, et vous avez évidemment pas les mêmes capacités en tant que robot. Donc il faut que vous vous entraidiez pour vous sortir de la mouise. En gros, ça s'appelle Xion League, n'hésitez pas à ajouter le jeu en liste de souhaits encore une fois. C'est ce qui nous aide le plus. Et maintenant que cette petite page de pub est faite, on peut passer au reste de la vidéo. Alors voilà comment ça se passe. J'ai un petit personnage qu'on voit ici, là, qui est en vert. Et ce personnage, il est capable de se déplacer de case en case, en fait, grâce au flash directionnel actuellement. Donc il est capable de se déplacer de case en case. Et ça, tout ça, c'est codé dans ce script qui est là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'ai implémenté tout ça, mais vous pouvez regarder vite fait. J'ai juste les 4 directions qui sont associées à 4 actions pour les inputs. Donc ça correspond à 4 directions sous forme de vecteur 2. Et quand je fais un input, je récupère la direction qui correspond en fonction de l'action que j'ai faite, grâce à getInputMovementDirection. Donc ça me renvoie quelle est la direction attendue, en fonction de l'action qui est pressée. Et à partir de cette direction, je me déplace de la cellule à laquelle je suis, plus la direction. Donc je me déplace dans une cellule de destination, qui va être l'endroit où je veux aller. Et après, ma fonction move me permet juste de déplacer le personnage avec une petite transition sympa. Et j'ai fait ça grâce à un twin. Voilà, c'est très simple. On a juste un perso qui se déplace de case en case, de manière un petit peu progressive, avec une animation un peu sexy. C'est tout. Là, pour l'instant, on n'a pas besoin de signaux dans ce setup-là. Maintenant, imaginez un setup un tout petit peu plus compliqué, que je vais mettre en grand, comme ça on voit bien. Vous avez votre personnage qui est au milieu d'un donjon, comme ça. Donc les murs sont représentés par les espèces de briques vertes, là, et vous avez votre personnage qui peut se déplacer dans le donjon. Avec le code actuel que je vous ai montré à l'instant, vous pouvez traverser les murs, en fait, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de traverser les murs. Et comme c'est un jeu qui est basé sur une grille, on va pas se baser sur la physique dans Godot, on va juste vouloir checker est-ce que cette case est disponible ou pas, en fait. Est-ce que je peux aller sur cette case ou pas? Et c'est là que les signaux vont être intéressants, parce que comment je ferais ça sans signal, en fait? Je serais obligé de checker est-ce que la map a une case vide ou pas, en fait. Il faut que je puisse savoir est-ce que la map a une case vide ou pas. Et donc comment je fais ça? Dans mon niveau, en fait, j'ai deux trucs. J'ai une tilemap qui contient tous les murs. Et j'ai un nœud principal qui porte tout le reste. Donc j'ai mon nœud principal qui porte et la tilemap et le personnage. Le HUD, on verra plus tard. Voilà, et donc dans ce level, j'ai une fonction qui me permet de savoir si une cellule est vide ou s'il y a un mur, en fait. C'est cette cellule isCellEmpty. Si cette fonction me renvoie vrai, c'est que la cellule est vide. Si elle me renvoie faux, c'est qu'il y a un mur à cette cellule. Et donc je peux pas y aller. C'est vraiment extrêmement simple. Donc la façon la plus simple de faire le chose sans signal, ça serait de faire comme ceci. Donc j'ai dans mon personnage, je veux checker est-ce que je peux aller à un endroit ou pas. Donc je vais récupérer mon level. Donc je vais faire par exemple var level égale getParent. Donc ça c'est mon level. Ensuite je vais déterminer quelle est la cellule de destination. Donc je vais l'appeler DesCell, la cellule à laquelle je souhaite aller. Donc ça va être ça. C'est la cellule à laquelle je suis actuellement plus la direction dans laquelle je me déplace. Ça, c'est la cellule à laquelle je veux aller. Et maintenant, je vais dire, est-ce que iflevel.isCellEmpty DesCell, à ce moment-là, je peux y aller. Sauf, je move vers DesCell. Pardon, DesCell. Voilà. Donc ça, c'est la manière extrêmement simple de faire sans signal.
Donc ça, normalement, ça va marcher, c'est-à-dire que si je lance le jeu, voilà, je vais essayer de me déplacer vers les murs, là j'essaye d'aller vers le haut, et vous voyez, le personnage, il se déplace pas. Par contre, les autres cases, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est une façon de faire. Maintenant, le problème de cette façon de faire, c'est que on crée des dépendances directes entre un enfant, le caractère, et un parent, le level. Ici, le caractère, il est enfant du nœud level. Donc là, j'ai créé une dépendance forte entre le caractère et le level. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon personnage, ici, mon nœud caractère, il ne peut marcher que dans le contexte où son nœud parent, c'est le nœud level. C'est-à-dire que je ne peux plus changer ma hiérarchie de ma scène, je ne peux plus changer ma structure de ma scène sans que ça casse. Et ça, c'est un problème. On appelle une dépendance directe. Voilà, donc on évite à tout prix de faire ce genre de choses, ce genre de dépendance directe, parce que si vous faites ça, en fait, vous allez vous retrouver dans votre projet avec des dépendances dans tous les sens. Vous allez plus savoir quel nœud a besoin de quel contexte, et vous ne pourrez plus changer la structure de votre scène facilement. Et ça va vous causer beaucoup de problèmes et de tirage de cheveux potentiels, parce que votre structure va être de plus en plus rigide et vous ne pourrez plus rien changer sans y passer beaucoup de temps, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance forte. Pour éviter ce problème-là, on a ce qu'on appelle les signaux dans Godot, qui permettent de faire des dépendances faibles. Et donc, en gros, ce qui se passe dans Godot, c'est que quand vous avez un nœud qui est supérieur, comme le nœud level ici, la bonne pratique, c'est ce nœud a le droit d'accéder à tous ses enfants. Il peut appeler des fonctions dans n'importe lequel de ses enfants, ou lire des variables dans n'importe lequel de ses enfants. Il a accès à ses enfants, on dit. Mais par contre, un nœud enfant n'a pas accès à son nœud parent. Parce que sinon, ou à ses nœuds frères, ces nœuds qui sont au même niveau dans la hiérarchie. Par exemple, ici, le nœud caractère n'a pas accès au nœud tilemap directement. Ou au nœud level. Les meilleures pratiques, c'est ça. On essaie de faire en sorte que les nœuds n'aient pas accès à leur environnement, en fait. Ils n'ont accès que à leurs enfants ou à leurs grands-enfants. Et en faisant ça, en fait, on s'assure que notre structure de code, elle est plus souple et on peut plus facilement la changer dans le temps. Et forcément, c'est ce qui va se passer au cours du développement de votre jeu. Vous allez forcément faire des changements au fur et à mesure sur votre code. Et plus c'est souple, mieux c'est à ce niveau-là. Mais alors, comment je fais pour savoir si une cellule est libre ou pas en utilisant ce principe? Et bien c'est là qu'on utilise les signaux. Et alors les signaux, qu'est-ce que c'est? En fait, un signal, c'est un système de notification, si vous voulez, que vont pouvoir émettre les nœuds. Donc les nœuds vont porter des signaux. Vous allez pouvoir déclarer un signal dans un nœud. Et quand ce signal émet ce nœud, d'autres nœuds vont pouvoir écouter ce signal et y réagir. Donc par exemple, ici, notre personnage, il va avoir un signal qu'on va appeler try moving. Et il va donner une cellule à laquelle il va essayer de bouger. Donc là, je déclare un signal qui s'appelle try moving, et ce signal, il va me donner une cellule à laquelle je vais essayer de bouger. Et en fait, ici, plutôt que de récupérer le level directement ici, et de demander au level si la cellule est vide, je vais pas faire ça. Je vais prendre le signal, try moving, et je vais l'émettre. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais dire à l'environnement, au reste de mon code, j'ai essayé de bouger. Je bouge pas directement, j'essaye de bouger. Et j'essaye de bouger à cette cellule-là, death cell. Ok, et maintenant, mon level, lui, il va être chargé d'écouter ce signal. Et alors là, comment on fait ça? On peut le faire de deux manières différentes. Soit on le fait depuis l'interface de Godot. Donc on peut aller cliquer sur le nœud caractère. Et en haut à droite de l'interface, dans l'inspecteur, vous avez nœud. Cliquez sur nœud. Je vais le mettre en plein écran, vous verrez mieux. Là, en haut à droite, vous avez nœud. Et dans nœud, vous allez voir apparaître le signal try moving. Et ce signal-là, donc c'est le signal qu'on a déclaré, vous allez pouvoir le connecter via l'interface en faisant bouton droit, connecter. Et là, vous allez pouvoir choisir quel est le nœud qui va écouter ce signal, quel est le nœud qui va réagir au signal. Donc là, ici, c'est le nœud level qui doit réagir au fait que le personnage essaye de bouger. Parce que notre but, c'est que quand le level entend que le personnage essaye de bouger, il check si la cellule à laquelle il essaye de bouger est libre ou non, et il lui répond oui, tu as le droit de bouger, ou non, tu n'as pas le droit de bouger. Donc on va connecter notre signal à notre nœud level, et vous voyez ici, il nous dit méthode du récepteur onCharacterTryMoving. En fait, ça c'est la méthode, la fonction qui va être appelée quand on va recevoir le signal. Donc je vais laisser tout par défaut, je vais faire connecter, et Godot automatiquement il va me créer une fonction ici, onCharacterTryMoving. Il me passe l'argument cell, parce que c'est ce que j'ai déclaré dans mon signal. Donc j'ai un argument cell, il ne me précise pas le type, mais on peut préciser, c'est un vecteur de i.
Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir dire à ce personnage, vu qu'il a essayé de se déplacer à cet endroit-là, je vais pouvoir lui dire est-ce qu'il peut bouger ou pas. Et pour savoir ça, il faut que je lui dise est-ce que la cellule est vide ou pas. Donc en fait, je vais juste checker est-ce que la cellule que tu m'as donnée est vide ou pas. Et si elle est vide, bah tu vas bouger. Donc je vais faire character. .move. Cell. Pardon, il me manque le if ici, voilà. Donc si la cellule que tu m'as donnée, la cellule où tu essayes de bouger est vide, à ce moment-là, tu bouges vers cette cellule. D'accord? Donc là, on peut essayer de lancer le projet. Et voilà, maintenant, on a le même comportement que tout à l'heure, mais on n'a plus de dépendance forte, ce qui veut dire que je peux replacer mon personnage où je veux dans mon niveau, et ça devrait marcher exactement de la même manière. Par exemple, si mon personnage, je le mets en enfant du tilemap, finalement, plutôt que de le mettre directement en enfant du level, et bah ça devrait toujours marcher. On peut tester. Et vous voyez là, mon code, il marche toujours, même si j'ai changé la structure de ma scène. Je n'ai fait que changer la structure de ma scène, et mon code marche toujours. Donc c'est ça que permet de faire le signal, en fait. Les signaux permettent de faire des dépendances plus faibles entre vos nœuds, qui fait que vous avez une structure de scène qui est beaucoup plus souple. Et ça, c'est très important. Voilà, c'était la première chose que je voulais aborder. Maintenant, il y a une deuxième utilisation de signal un peu plus avancée, que je voulais aussi aborder dans cette vidéo. Donc ça, c'était la façon simple d'utiliser les signaux. C'est-à-dire, on communique de bas en haut, du parent vers l'enfant, en appelant des fonctions. Par exemple, ici, le level est parent de character. Donc il a le droit d'appeler move, la fonction move dans character, parce que c'est son parent. Mais dans l'autre sens, on n'a pas le droit. On va pas récupérer le parent et appeler des fonctions dedans. Godot nous permet de le faire, mais c'est une mauvaise pratique. On va pas le faire. Et donc, plutôt que de faire ça, on utilise des signaux. Donc pour communiquer d'un nœud enfant vers un nœud parent, on utilise des signaux. Et dans le sens inverse, d'un nœud parent vers un nœud enfant, on appelle des méthodes. Ok, donc ça c'est super. Maintenant, on va rajouter une contrainte en plus. Je rajoute un HUD dans mon jeu. Parce que souvent, les dungeon crawlers, c'est comme ça que c'était fait à l'époque. C'est-à-dire que vous aviez votre personnage ou la vue de votre jeu qui était là. Et vous aviez un HUD ici. Et pour bouger votre personnage, il fallait utiliser les flèches directionnelles qui sont là. Donc là, j'ai un HUD avec des boutons, avec des flèches directionnelles. Et je voudrais que ces flèches directionnelles fassent bouger mon personnage, en fait. Donc en fait, ça rajoute une étape en plus. C'est pas directement le personnage qui essaye de bouger. C'est les flèches directionnelles qui essayent de bouger le personnage. Et après, on fait la mécanique qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire le personnage demande au level s'il a le droit de se déplacer. Et si c'est le cas, le level déplace le personnage. Vous pourriez utiliser le même système que ce qu'on a fait, c'est-à-dire juste faire un signal, mais faire un signal qui émet depuis le HUD vers le personnage, par exemple, parce que ces deux nœuds-là sont frères, et donc ils peuvent communiquer en utilisant des signaux, par exemple. Donc je peux dire, quand le HUD a un des boutons pressés, il va essayer de savoir quelle est la direction sur laquelle il est appuyé, il va envoyer ça au personnage, et le personnage fait sa tambouille ensuite. Donc ça, c'est complètement possible. Mais là, ce que je vais essayer de montrer, c'est un autre truc qu'on utilise souvent, qui s'appelle le Event Bus. Parce que là, si vous aviez une structure de scène un peu plus complexe, où le personnage n'est pas directement frère du HUD, par exemple, typiquement, le personnage il peut être instancié par le code à la volée pendant le programme de votre jeu. À ce moment-là, pour connecter les signaux, c'est un peu plus embêtant, quoi. Et donc, dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle le pattern Event Bus. Donc, c'est une manière de concevoir votre code qui va vous permettre de communiquer entre deux régions de votre code, entre deux régions de votre projet, qui sont complètement séparés, qui normalement ne peuvent pas communiquer facilement entre eux, parce qu'ils sont pas sont cousins très éloignés, si vous voulez, les deux nœuds. Et alors ça, comment on fait? Et ben en fait, on crée un autoload. Alors si vous connaissez pas les autoloads, je vous montre tout de suite. C'est dans paramètres du projet. Là, vous avez une section autoload. Et en fait, autoload, c'est là vous allez pouvoir rentrer un script. Donc vous allez créer un script, vous allez lui donner le chemin, etc. Vous allez lui donner un nom. Et en fait, un autoload, c'est un nœud qui va être disponible en permanence, globalement. Dans tous vos scripts, vous allez pouvoir y accéder. Et vous n'avez qu'une seule instance de ce nœud. C'est ce qu'on appelle un singleton en programmation. Singleton. Les autoloads, en fait, c'est l'implémentation des singletons dans Godot. En fait, c'est un nœud qui est accessible globalement par tous les autres nœuds. Et il n'y a qu'une seule instance de ce nœud. Et ici, j'ai créé un nœud qui s'appelle Event. Donc dans un script qui s'appelle Event Bus. On peut aller voir le script ici. Et en fait, c'est un script qui contient juste un signal. Voilà. Ce script, il contient juste HUD move character. Et on essaye de déterminer dans quelle direction on a bougé. Voilà, donc en gros, ce qui se passe, c'est que mon HUD, quand j'appuie sur un de mes boutons, le HUD, il va checker quel bouton a été pressé, et en fonction de quel bouton a été pressé, il va dire dans quelle direction il souhaite déplacer le personnage. Et plutôt que d'émettre directement un signal, que j'aurais déclaré dans mon HUD, j'émets le signal que j'ai déclaré dans Event. Là, Event qui est mon autoload.
Je peux appeler n'importe quoi de event puisqu'il est accessible globalement. Donc je fais juste event. Le nom de mon signal .emit. J'émets le signal de event avec la direction. Et donc comme event il est accessible globalement, comme tout le monde peut accéder à cet autoload, je vais pouvoir récupérer le signal de ce nœud event dans mon personnage. Donc ici je vais pouvoir demander, quand j'essaye de déplacer mon personnage avec le HUD, je le reçois dans le personnage, et après je fais la même chose que d'habitude. On va coder ça tout de suite. Dans mon personnage, ici il va falloir qu'on connecte le signal mais via le code. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour connecter via le code, c'est simple, vous appelez votre nœud qui doit émettre le signal, point le nom du signal, donc là c'est HUD move character, et après point connect. Connect, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer le signal, je vais le connecter, ça veut dire qu'à chaque fois que ce signal va être émis, je vais le recevoir et ça va appeler telle fonction, en fait. Et donc là, en fait, ce que je voudrais faire, c'est appeler une fonction qui me permet de me déplacer à telle cellule. Mais là, actuellement, je ne vais pas appeler directement move parce que je veux checker s'il y a un mur ou pas. Je veux faire la même chose que ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction qui contient ces deux lignes de code là. Donc je vais faire try move to cell, par exemple. Try move to dir, par exemple. Pardon. Parce que j'essaye de me déplacer dans une direction. Pardon. Donc là, ça va être direction. Là, ça va être cell plus dir. Ok. Ok. Donc là, c'est quand j'appuie sur un bouton, je récupère la direction et j'essaye de me déplacer dans la direction donnée. Et c'est la même chose que le HUD parce que le HUD me renvoie la direction dans laquelle j'essaye de me déplacer. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. C'est que ici, en fait, je vais lui passer try move to dir en argument de la fonction connect. Et ce qui se passe, c'est que la fonction connect, ce qu'elle fait, c'est que quand le signal va être émis, la fonction que je lui ai passée en argument va être appelée. Donc là, quand le signal HUD move character va être émis par mon HUD, je vais recevoir ce signal dans mon personnage et ça va appeler la fonction try move to dir. Et voilà. Et comme ça, on peut simplement tester. Et vous voyez que quand j'appuie sur les boutons de mon HUD, ça déplace mon personnage. Et les collisions avec les murs marchent toujours, puisque je check exactement de la même manière qu'avant comment j'ai une collision ou pas. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le pattern event bus. C'est le fait de mettre des signaux non pas directement dans la classe qui émet ce signal, mais de les mettre dans un autoload, dans un singleton, qui est accessible globalement, et d'envoyer les signaux via ce singleton, parce que comme ça permet de les connecter depuis n'importe où dans votre codebase. Alors ça c'est super, mais il faut quand même faire un petit peu attention, parce que vous pouvez vous retrouver dans un projet, dans un gros projet, quand vous avez un event bus avec beaucoup de signaux, genre vraiment beaucoup, genre des centaines. Donc je vous invite avant de faire ça, avant d'utiliser l'event bus à toutes les sauces, de vous interroger, est-ce que ne pas utiliser un signal directement, de connecter directement un signal, par exemple là j'aurais pu le faire, connecter directement le HUD vers le personnage, est-ce que ça vaut pas mieux dans mon cas? Et il y a des cas où ça vaut mieux, des cas où ça vaut pas mieux. Ça va dépendre. Dans mon cas ici, j'aurais peut-être plus dû utiliser un signal direct, mais je voulais vous montrer le pattern event bus. C'est plus dans des cas où vous allez instancier vos éléments à la volée, donc vous n'allez pas forcément savoir où est-ce qu'ils sont. Vous allez devoir connecter les signaux via le code à la volée. Dans ces cas-là, on va plutôt utiliser un event bus parce qu'on ne sait pas à l'avance à quoi va ressembler notre architecture en fait. Donc là, on est obligé d'utiliser un event bus. Mais dans mon cas ici, je n'étais pas forcément obligé. J'aurais pu utiliser un simple signal entre le HUD et le personnage. Il aura peut-être mieux valu en termes de qualité d'architecture. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le principe de faire communiquer deux parties du jeu qui n'ont aucun rapport entre eux. De toute manière, avant de vous lancer dans appliquer ce genre de conseils à grande échelle, je vous conseille de faire vos armes un petit peu avec ces conseils-là. C'est-à-dire essayer au maximum d'utiliser les signaux déjà de manière classique. Et une fois seulement que vous trouvez les limitations des signaux classiques, essayez de passer l'étape et d'utiliser l'event bus. Parce que c'est un pattern qui est très utile quand même, qu'on utilise assez souvent dans le jeu vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez courte sur un sujet assez précis. Je vais en faire un peu plus souvent des vidéos comme ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à liker la vidéo évidemment, à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui aide. Vous connaissez. Si vous voulez me soutenir financièrement, sachez que j'ai une page Ko-fi sur laquelle vous pouvez donner de manière ponctuelle ou mensuelle. Et quand vous donnez, vous avez accès aux vidéos un jour ou deux avant qu'elles sortent. Voilà, c'est le petit avantage en nature.
Sinon, sachez aussi que je suis sur Twitch où je fais des lives régulièrement de code. Vous pouvez évidemment trouver une page GitHub de ce projet que je vous mets en lien aussi dans la vidéo si vous avez envie d'aller voir. Et évidemment, les réseaux sociaux, vous avez Twitter, enfin, pardon, X, Instagram et compagnie dans la description. Pareil, je vous fais des poutous, je vous dis à la prochaine. Salut.